On va s'imaginer pendant quelques instants que nous nous connaissons un tout petit peu. De temps en temps, on va boire un verre, etc. Très bien. Et puis, quand on va parler de vacances, et on s'aperçoit que nous avons tous un intérêt commun. C'est-à-dire, on aimerait tous partir avec un camping-car en vacances. Alors, on a une idée géniale. On va acheter tous un camping-car ensemble. On met un petit billet chacun, on achète le camping-car de nos rêves. Seulement, un camping-car, ça se gère. Il faut payer les kilomètres, il faut payer la vidange, etc. Très bien. Donc, on discute comment on va gouverner tout ça, comment on va s'organiser. Alors, deux solutions. Solution numéro 1, on va dire tout simplement qu'on va demander à Hertz, à Avis, je ne sais pas à qui, de gérer le tout. En clair, on va garer chez eux, le camping-car chez eux, et quand on va faire 100 km, on va payer le dû qu'on doit. Mais, comme vous vous rendez compte, non seulement c'est centralisé, on peut appeler ça tiers de confiance. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que certaines banques vont être disruptées les notaires, on va appeler ça tiers de confiance. Et puis en plus, il faut être honnête, les gens qui sont chez Hertz Service, il faut qu'ils soient rémunérés du service qu'ils vont nous apporter. Donc c'est un peu embêtant quand même, parce qu'on n'est que 6, on n'a pas beaucoup d'argent, on est plutôt aux formes associatives. Alors on va avoir une autre idée. On va dire, est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul, sans passer par un intermédiaire? Alors première règle de base, très importante d'une blockchain, tout à l'heure je vous ai dit, il faut que les partenaires ils trouvent un intérêt commun et partagent la même vision, la même gouvernance. Le mot c'est important dans une blockchain. Donc en clair, on va prendre un tableur Excel, je ne sais pas, on va faire des savants calculs, et on va dire que pour nous, 1 km égale 1 euro. Ça marche pour tout le monde, voilà, tout le monde est d'accord. On met une règle du jeu en place, c'est l'état de l'art. Très bien. Seulement maintenant, il faut s'organiser. Une fois qu'on a fait les super calculs savants, il faut se débrouiller pour que ça marche quand même. Donc, moralité, on a déjà décidé une chose, c'est qu'on ne va pas travailler d'une manière centralisée. Donc c'est important de bien comprendre ça, parce que l'application qui va nous permettre de gérer ce camping-car va être implémentée sur tous nos PC. Je parle bien des PC, là, je ne parle pas de serveur, on est une association, chacun d'entre nous, on a un PC, simplement. On va être tout simple, d'accord? Donc, on va faire un petit programme. Ce petit programme, il aura pour objectif de gérer un document. Vous verrez souvent le mot registre dans une blockchain. Registre, c'est là où on inscrit les choses. Quand on va voyager avec le camping-car, il faut bien l'écrire quelque part. Petite remarque au passage, je vous signale qu'il n'existe pas de base de données telles que nous les connaissons pour les gens qui sont en informatique dans le domaine de la blockchain. Parce que si vous mettez une base de données telle que nous connaissons, pour les gens qui sont spécialisés Oracle, pour les moins spécialisés Access si vous voulez, d'accord, c'est centralisé. Ça n'existe pas ça. Donc il faut oublier la manière dont on a travaillé pendant des années. Donc la base de données centralisée, ça n'existe pas. Donc on va écrire dans un registre. Pour ceux qui voient ce que c'est qu'un bloc-notes ou un fichier log, c'est à peu près ça. Très bien. Donc, pour écrire dans un registre, il me faut quand même un logiciel. Alors, il y en a un qui va dire, écoutez, c'est pas la peine de mettre de l'informatique, on va mettre un cahier dans le camping-car, et ça va aller très bien. Comme ça, chaque fois que quelqu'un va prendre le camping-car, il va écrire qu'il a fait tant de kilomètres, on se fait confiance, on se connaît un petit peu. Pour le moment, on se fait confiance, parce qu'il n'y a pas de confiance dans la blockchain, tout est vérifié. Donc, on se doute bien que si je mets un document dans la blockchain, je ne vous donne pas 3 mois pour qu'il soit ou gras ou disparu, d'accord? Donc on est un peu plus intelligent que ça. On va faire un petit programme qui va nous permettre de saisir que effectivement on a fait tant de kilomètres et que les pneus ne sont pas crevés, que la camping-car n'est pas vue. Tout le monde me suit là, je pense que c'est basique. Très bien. Donc on a fait une jolie interface qui ressemblerait à une espèce de page HTML ou qui ressemblerait peut-être à un fichier Excel, etc. Donc on est d'accord, on a fait un petit programme. Ce programme est installé sur chacun de nos PC. Nous sommes tous à égalité. C'est important de bien comprendre ça, c'est un problème de gouvernance. Nous sommes tous à égalité. Tous les programmes, lorsque vous faites partie, non pas en tant qu'utilisateur, mais lorsque vous êtes membre d'une blockchain, vous avez le même programme que votre voisin. D'accord? Pas question d'avoir une différence. Très bien, donc on a installé ça et on démarre. On a un programme qui est installé sur les PC, on démarre. Ça veut dire qu'il y a un d'entre nous qui prend le camping-car. Souvenez-vous, notre gouvernance avait dit 1 km égale 1 euro. Donc, le premier fait sur 350, enfin ça n'a pas d'importance ici, fait des kilomètres par ignore, et il va créer sa première transaction. C'est-à-dire que sur cette feuille blanche, qui s'appelle un bloc-notes, on va écrire quelque chose. Il a dit, voilà, ils vont écrire quelque chose. Très bien. Maintenant, pour mon explication et pour simplifier les choses, je vais dire que la transaction est égale à un bloc. Ce qui est faux, mais restons raisonnables. En général, ça ne se passe pas comme ça, mais pour bien comprendre les choses, on va dire que la première transaction est égale à 1 bloc. Très bien. À partir de là,
j'ai une jolie feuille, j'écris exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je mets dans ce registre? Est-ce que je mets l'histoire de tout ce que je dois mettre? C'est-à-dire que le camping-car a fait tant de kilomètres, les pneus sont en bonne santé, il n'y a pas de rayures. En clair, j'ai rempli une fiche Word ou une fiche Excel avec plein d'informations. Alors, remarque importante, on ne met pas l'information dans la blockchain. On met l'empreinte de l'information dans la blockchain. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat qui fait 150 pages, hors de question de mettre le contrat dans la blockchain. Ce n'est pas une base de données. On fait une empreinte du document et on le met dans la blockchain. À quoi sert de faire une empreinte du document? Il faut savoir que lorsque vous écrivez dans une blockchain, on met l'empreinte par prudence, parce qu'on ne veut pas que les autres membres de la blockchain viennent changer les règles du jeu ou viennent un jour contester ce document. Est-ce que j'arrive à m'exprimer? C'est-à-dire que quand on prend un document, ce n'est pas le document qu'on met dans la blockchain, c'est l'empreinte du document. Ça veut dire que le document, il peut être partagé ou pas partagé, ça n'a pas d'importance. Mais dans 10 ans, si je reprends le même document et je retrouve la même empreinte dans la blockchain, ça veut dire que ce document n'a pas bougé. Juridiquement, question? Juste une question. Derrière le mot empreinte, tu mets quoi? Alors c'est un algorithme qui s'appelle le hash. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. Pour faire une empreinte, ça fait à peu près ça. Si tu veux donner un exemple très simple, par exemple, pour bien positionner les choses, quand tu vas dans... Regarde, c'est simple, tu vas dans... Je prends la vraie vie, ce sera le plus simple. Si je prends la vraie vie, tu vas dans, par exemple, le site Legerofrov que j'ai évoqué tout à l'heure. Imagine tout simplement que tu as un contrat de 150 pages, ou tu as tout simplement une image, où tu es un musicien, tu veux protéger ton morceau de musique. Ça marche, c'est un document, d'accord? Eh bien, tu rentres dans ce site, et regarde ici, tu cliques. Donc, tu dis, ah, ça c'est super, il faut que je le protège, parce que c'est un GIF fantastique, tout le monde me suit, je pense, là. Donc je fais le GIF et regardez ce qui se passe. Quand je clique, le programme me fait une empreinte. C'est ça une empreinte. D'accord? Ça c'est indémontable. Ça veut dire que si quelqu'un, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, change le document, change le taux de remboursement, change le taux de mon assurance, enfin je ne sais pas, il change les règles du jeu, même s'il met une virgule, je dis bien, cette empreinte n'est plus la même. Donc ça veut dire que le document qui a servi et qui va servir de preuve dans un contrat a été modifié par quelqu'un. Si vous modifiez un contrat, il va falloir refaire une nouvelle empreinte. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Ça marche. Toutes les blockchains sont sur la même règle du jeu. Ce n'est pas spécifique. Les technologies que je vous montre là, en fonction de vos questions, sont identiques partout. D'accord? Donc, je reviens à ma démarche et je reformule. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, il peut y avoir un risque. Il peut y avoir un risque qui est le suivant. C'est-à-dire qu'en clair, on pourrait avoir, à la limite, moi, je prends le camping-car en premier, mes collègues où on s'entendait très bien se mettent, je dirais, contre moi. Ils vont commencer tous à tricher sur ce qu'on appelle sur le registre. Ça m'embêterait quand même, parce qu'à la fin du mois, quand on va faire le bilan, j'ai fait que 390 km. Ils vont tous écrire que j'ai fait 500 km, donc il faudrait que je paye 500 € à la place de 390. Donc c'est une manière de se protéger. Attention, dans une blockchain, on fait confiance à personne. On se fait confiance parce qu'on va tous travailler ensemble, mais tout est sécurisé, tout est, je dirais, enregistré. Donc voilà la première chose. Donc une petite remarque, nous avons tous le même logiciel, nous allons écrire dans ce logiciel, et dès que l'empreinte sera dans le registre, c'est ce bloc-notes en quelque sorte, le bloc-notes sera distribué en temps réel à tout le monde. Pour ceux qui ont fait un petit peu du peer-to-peer avec des films il y a quelques années, eh bien vous avez compris le principe. On copie l'information qui a été saisie à un moment donné T. Je parle bien de l'empreinte, on ne prend pas le contrat. D'accord? Est-ce que ça marche pour tout le monde pour le moment? Très bien. Donc on a quoi en fin de compte? On a tous installé un logiciel sur nos PC. Il y en a un d'entre nous qui a pris le camping-car, qui a fait 380 km, et puis tout simplement, il a écrit tout ça, que tout allait bien, et il y a l'empreinte. L'empreinte est venue dans le registre, et vous avez tous reçu l'empreinte. Très bien. Donc le camping-car est rentré, c'est simple. Il y en a un deuxième qui va prendre le camping-car, c'est aussi bête que ça. Donc il va refaire la même chose, il aura son jolie interface pour saisir, et lorsqu'il va saisir son interface, il va faire une deuxième empreinte. On peut dire une deuxième transaction qui va correspondre, pour simplifier mon langage, à un deuxième bloc. Seulement voilà, vous êtes dans une page où vous avez une empreinte, avec un temps, vous allez voir pourquoi, et une deuxième empreinte. Quel est le rapport entre la première empreinte et la deuxième empreinte?
Et la troisième, et la quatrième, et la cinquième. Enfin, si on prend 10 fois le camping-car, tout le monde me suit. Bien, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on va chaîner les blocs. Qu'est-ce que ça veut dire chaîner les blocs? Ça veut dire tout simplement que pour pouvoir chaîner les blocs, le petit programme que nous avons mis sur nos PC, il ne fait pas que saisir l'information. Il ne fait pas que transformer l'information en empreinte. On appellera ça un hash. Il a d'autres fonctionnalités. Et une des fonctionnalités la plus simple à expliquer est la suivante. Lorsque la première transaction s'enregistre, le programme va faire en sorte que la deuxième transaction, lorsqu'elle va être enregistrée, s'enregistre d'une manière assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'empreinte de la première transaction et va l'intégrer dans la deuxième transaction. Et elle va refaire l'empreinte du tout. Ça, c'est très difficile à comprendre, je partage. Et c'est ça qui va faire la blockchain. Imaginez, je vous ai fait une image très simple, imaginez que vous avez enregistré votre document dans une valise avec une chaîne bien fermée. Tout le monde, ça, il n'y a pas de problème, vous avez caché votre document. On n'a mis que l'empreinte de votre document dans la valise, on n'a même pas peut-être mis le document. Il faut savoir que la prochaine valise, ça va être ça. Elle va venir empaqueter votre valise, qui lui-même va empaqueter votre valise, qui lui-même va empaqueter votre valise. Tout est chaîné et ça fait une grande valise. Ça s'appelle un registre, ledger. Ça marche? Question. Mais comme le fichier n'est pas transmis, enfin les datas ne sont pas transmises. Les données, oui, tout à fait. Les Oui. données ne sont pas transmises. Comment on peut valider la véracité? Alors, on va pas... prenons un exemple très simple. Je suis ici un expert comptable, d'accord? Vous m'envoyez votre bilan, je fais le compte, machin, et je vous envoie, d'accord? Donc, je fais l'empreinte de mon document dans la blockchain. Vous recevez le document. Vous êtes très fort en PDF, pour des raisons XY, vous enlevez une ligne de je ne sais pas quoi. Et vous envoyez ça à votre banque qui doit vous financer. Si la banque ne voit rien, ben elle ne voit rien. Mais supposons que la banque se dise, il y a un truc qui ne va pas. Elle va refaire l'empreinte du document que vous lui avez envoyé. On va vérifier, en interrogeant la blockchain, est-ce que l'empreinte est pareille. C'est-à-dire qu'il y a un codage, Ben oui. du propre document. Ben oui, parce que quand moi j'ai mis en tant qu'expert comptable le document, l'empreinte du document dans la blockchain, c'était une empreinte. Vous l'avez envoyé, je vous l'ai envoyé, vous avez changé des virgules ou quelque chose, vous avez fait l'empreinte. Mais ce n'est pas la même empreinte, on est bien d'accord, puisque un document, quand vous le touchez, il ne peut pas donner la même empreinte, c'est impossible. Et on ne peut pas non plus remonter de l'empreinte au document. Quand le banquier va recevoir ce document, s'il s'aperçoit qu'il y a un petit problème, il va consulter la blockchain, il va dire « mais c'est bizarre, l'empreinte du document que m'a envoyé mon client n'est pas la même que l'empreinte de l'origine qui est dans la blockchain. Donc il s'est passé quelque chose dans le circuit. » Alors qui, comment, pourquoi, après c'est un autre problème. J'arriverai à répondre aux questions? Question? Dans le cas où vous expliquez, si je suis le premier utilisateur, j'ai fait 3000 km, je me trompe. Oui. Alors, j'inscris 300 km. Tout à fait. Le deuxième va faire la gueule. Oui. Alors, Comment vous gérez je vous arrête. Oui, très bonne question, et je vais tout de suite vous répondre. Parce que dans mon cas de figure que j'ai évoqué, vous êtes d'accord que si c'est moi qui prends le camping-car et que j'ai mis 300 km, supposons que je sois une autre, mais que je me suis quand même trompé. D'accord, j'ai mis 200 km. Vous êtes d'accord que j'ai gravé une information de 200 km. La gouvernance, elle a dit 1 euro égale à 1 km. Donc à la fin du mois, je vais payer moins. Il va se passer quelque chose. Donc vous allez voir que ça va changer tout de suite. Je vous réponds tout de suite avec la prochaine diapo. Je voudrais juste évoquer ça. Ce que je voudrais que vous perceviez, c'est que les informations se cumulent et se soudent. Si quelqu'un, au bout de 3 ans, 10 ans, 30 ans, change une information ici, la chaîne se brise. À ce moment-là, il faut mettre l'alerte, on arrête tout, on recommence, on est bien d'accord. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête dans la chaîne. Ça, c'est un autre problème. D'accord? Mais on va supposer que dans le monde aujourd'hui, quand vous ferez envoyer une facture à un client, il paye à 30 jours fin de mois, vous avez fait confiance. Ça veut dire qu'il faut un minimum de confiance. La blockchain n'est pas faite pour que les méchants soient détectés. La blockchain est faite pour améliorer le processus et changer ce mode de transfert. D'accord? Alors, pour répondre à votre question, prenons l'image suivante. Un d'entre nous, parmi les 6, là, avec moi dedans, il est très méfiant. Il croit ni à la blockchain, ni à la techno, ni au bloc, ni rien du tout. Il dit, moi, je ne crois pas à votre histoire. Moi, je vais aller vérifier moi-même que chaque fois que le camping-car rentre, le gars qui l'a rentré, il a bien marqué le nombre de kilomètres adéquat. En clair, si le camping-car, il est à 2000 km, et moi, j'ai fait 300 km, j'allais mettre 300. Lui, il n'a pas confiance. Il va voir le camping-car, et il dit, oui, c'est bien 2300, je valide son information. Vous me suivez? D'accord. Seulement, il le fait à la main. Nous sommes une association, on est des bénévoles, il n'est pas question qu'on paye quelqu'un pour aller valider. Très bien, il accepte.
Donc, il s'appelle un horodateur-validateur. Dans les blockchains, il y a toujours des validateurs quelque part. Des surveilleurs, si on va bien, la surveillance. Plus tard, vous verrez, et si on a le temps, ça sera dans une autre session avec plaisir, on appellera ces personnages comme des mineurs. Hein. D'accord? Vous avez peut-être forcément entendu parler de ça. Pour le moment, on va les appeler simplement horodateurs dans mon histoire de camping-car. Donc, OK, il horodate. Donc, deuxième information, dans une blockchain, il y a l'empreinte de votre document, mais chaque document qui est enregistré dans le blockchain a un temps universel. Tout est en ordre. Donc, si quelqu'un veut, encore une fois, changer le contenu de ce fameux registre, c'est quasiment impossible. Autre remarque au passage, là, nous sommes que 6, c'est facile, mais imaginez que nous soyons tous les 30, ou les 50, ou les 5000 en train de travailler avec la même blockchain, et si nous étions 1 million, nous avons tous le même registre. Pour pouvoir démolir une blockchain, c'est quasiment impossible. Il faut attaquer tous les sites en même temps. Ça devient très, 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 très compliqué. C'est faisable dans un cas de figure, mais on y reviendra si nécessaire. Très bien. Donc, cette personne horodate. Regardez ce qui va se passer. Supposons qu'on fonctionne pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, cette personne, elle va vérifier que chaque fois que quelqu'un d'entre nous a fait quelques kilomètres, il valide et puis ça enregistre dans la blockchain et tout va bien. Vous êtes d'accord qu'à la fin du mois ou tous les trimestres, on se réunit autour d'une table parce qu'il faut payer la note quand même. Si on a fait 3000 km ou 4000 km, il faut bien payer les sommes. Donc on se réunit et on paye. Alors 2 phénomènes. Premier phénomène, c'est que la personne qui était volontaire pour faire de l'horodatage, elle est fatiguée. Elle dit, moi, toutes les semaines, je vais voir un camping-car. Au départ, je ne faisais pas confiance. Maintenant, ça va. Bon, on va s'arrêter. Je fais confiance. Alors, nous, on aimerait bien quand même que quelqu'un d'autre reprenne le rôle. Et puis après, on a le problème, c'est que tous les fins de mois, il faut faire des chèques, c'est compliqué. Je pense que chacun d'entre vous fait des associations. Rien que quand on veut récupérer 12 € du repas, il faut courir en tant que trésorier. Donc, regardez ce qui est en train de se passer. On va décider autre chose. On va dire que le camping-car, qui est un objet, va venir écrire directement dans la blockchain. En clair, quand je vais monter dans mon camping-car, je vais m'identifier et c'est lui qui va venir écrire dans la blockchain. On va faire un objet connecté qui passe une information au registre, au lieu de faire une interface qui va saisir pendant des heures. Tout le monde me suit? Les objets connectés de demain, que ce soit une porte, que ce soit une caméra, que ce soit un micro, seront des objets qui vont faire des traces et des enregistrements dans les blockchains. Et en production, je vous montrerai tout à l'heure un témoignage d'un industriel qui a déjà commencé à réfléchir à comment vérifier certaines informations dans les ateliers grâce à une blockchain. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est qu'au début d'une histoire. Tous les objets connectés que nous avons autour de nous vont finir par marquer et laisser une trace dans une blockchain. Hein. D'accord ? Alors, on va aller un peu plus loin. Ok, mon camping-car écrit dans la blockchain, mais il écrit quoi? Il écrit une ligne avec une empreinte, comme si, au lieu que ce soit moi qui saisisse, c'est lui qui va écrire. C'est une automatisation classique. Sauf qu'on est quand même embêté, parce qu'à la fin du mois, il faut quand même faire les chèques. Donc, on va aller un peu plus loin. On va dire que dans ce programme, et voilà qu'on arrive à ce qu'on appelle au smart contract. Dans ce programme, on va dire que chacun d'entre nous va mettre son RIB. Et le RIB de l'association, bien sûr. Donc, suivez bien. Le camping-car, vous fermez le moteur, vous êtes identifié, votre RIB est identifié. On sait que 1 km égale 1 €. Donc, instantanément, le smart contract part à la banque et récupère votre argent qui va à l'association. Et c'est un smart contract. En clair, il est intégré dans la blockchain. Tout le monde a le même programme, je vous signale. Que vous saisissiez sur votre poste ou sur le mien, ça sera la même règle du jeu. Et tout est automatisé. C'est comme si c'était le cash instantané. Alors, vous pouvez mettre dans votre programme des délais de paiement différés si vous voulez. Mais ce n'est pas le principe ici, ce que je voulais partager, c'est que vous pouvez très bien mettre les règles du jeu. Un smart contract, c'est l'automatisation de certains processus que nous maîtrisons. Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Nous sommes dans la deuxième bulle. Souvenez-vous, la première bulle, c'était la traçabilité, la valeur, la preuve. La deuxième bulle, c'est l'automatisation de certains process métiers. Alors, il nous manque la troisième bulle. La troisième bulle, c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vient faire la crypto-monnaie dans l'histoire de camping-car? On va quand même faire une pour faire plaisir. Et pour qu'on partage la logique de la valeur d'une crypto-monnaie en France, je vous signale, ça s'appelle des crypto-actifs. Imaginez 30 secondes. Donc voilà, je remets le smart contract, c'est les objets connectés qui arrivent. Donc il va y avoir beaucoup d'objets connectés qui vont parler à ça. Maintenant, imaginez, troisième grande bulle, que notre fameux camping-car, on n'a pas réussi
à le connecter à la blockchain. Donc le pauvre malheureux là, qui allait faire tous les jours, enfin toutes les semaines, le contrôle, qui est quand même fatigué, il dit j'en ai quand même un peu marre quelqu'un peut me remplacer? On fait le tour de table et il n'y a personne qui veut le remplacer. Il dit j'ai une idée. Moi je veux bien continuer à faire l'eurodatage de surveillance, puisqu'on n'a pas réussi à connecter le camping-car, à une condition, c'est que vous me donniez des heures de camping-car gratuits. Alors on réfléchit, on dit oui, on a vraiment besoin de quelqu'un qui eurodate, qui valide, qui surveille. Ok, on fait un petit smart contract, on dit 1 heure pour vérifier, 1 heure de camping-car gratuit. Parfait, il continue son travail. Au bout d'1 an, il vient nous voir, il nous dit j'ai collectionné 30 heures de camping-car. On lui dit écoute, utilise, il n'y a pas de problème, c'est de la règle du jeu. Mais il me dit moi les camping-cars ça ne m'intéresse plus trop, j'ai pas trop le temps. En fin de compte, ce que vous m'avez donné, ça vaut rien, puisque vous m'avez donné des heures de camping-car que je ne souhaite pas utiliser. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça aurait mérité une petite récompense. Alors d'un seul coup, il a une idée. Il dit écoutez, puisque moi je ne peux pas et je ne veux pas trop utiliser camping-car parce que ça ne m'amuse plus, est-ce que vous m'autorisez à donner ces heures que vous m'avez accordées à mon cousin? Alors, il dit ok, comme ça tu continues ton travail. Seulement voilà, et suivez bien, ces heures de camping-car, il va les vendre en euros. Imaginez 30 secondes que les heures de camping-car, on les appelle camping-car coin. Bingo. Des camping-car coins, monnaie virtuelle, viennent d'être inventés et ils ont une valeur en euros.